Dans Poésie à la maison, aujourd'hui, nous recevons le poète Henri Rodier. Bonjour Henri Rodier. Bonjour Jean-Marc. Alors, vous êtes installé depuis quelque temps en Haute-Loire, mais vous êtes originaire de la région montpelliéraine. Vous venez de sortir, après avoir beaucoup publié déjà, vous venez de sortir deux recueils dont on va parler aujourd'hui, aux éditions Clapas de Millau. Le premier de ces recueils s'intitule De l'absence de jour au premier contrefort de l'enfance. Et je dirais, c'est comme une bouffée d'enfance ou des bouffées d'enfance qui reviennent, un reflux de l'enfance, comme si l'enfance, qui fait tellement écrire évidemment les poètes, l'enfance bougeait en nous et à un moment elle se tourne ou elle se retourne autrement. Qu'est-ce que vous en pensez de ce bouger de l'enfance au fond de soi ? Oui, merci de cette question. C'est vrai que ce sont deux recueils sur l'enfance, je dirais aussi sur l'acte de naître. Si je voulais l'aborder, comme on peut dire en phénoménologie, je dirais l'acte d'apparaître. Et donc ces recueils, bien sûr, ont en eux un certain nombre de textes qui sont des souvenirs pour simplifier, mais le thème de ce recueil et de l'autre dont on parlera tout à l'heure certainement, c'est comment les choses se passent lorsque nous naissons par rapport au fait qu'avant de naître, nous n'étions pas nés. Et que donc, lorsque nous naissons, nous avons une finitude, nous avons quelque chose qui fait que, en quelque part, dit poétiquement, on peut penser que de l'autre côté, avant la naissance, on a laissé des choses qui ne sont pas advenues. C'est un petit peu ça le thème. C'est un vers qui a été repris de l'autre recueil, mais qui résume un petit peu ce que j'essaye de dire. On dirait qu'en naissant, on a tout laissé éclairer. Et donc voilà, c'est ce lien, cet échange, qui pour moi est central et probablement une des ressources de la poésie, que d'aller voir de l'autre côté de ce qui n'existe pas, qui n'a jamais existé, établir ce lien entre les deux. Oui, vous parlez effectivement beaucoup de la naissance et quelquefois de manière un peu métaphorique. Je voudrais faire entendre un peu à nos auditeurs votre poésie. Je vais vous lire un poème. Là, les garçons explorent la cavité. Écrivez-vous dans un poème. Et cette cavité, on sent bien aussi que vous parlez de la naissance à travers cette cavité. Les garçons explorent la cavité. Il y en a qui s'étirent, d'autres passent la tête, élargissent l'accès. Il y en a qui se tordent en cédant des poignets, d'autres mal engagés essaient de pénétrer par les pieds. C'est cette question du passage. Alors, j'imagine qu'il y a sans doute un souvenir là qui vient se cristalliser, mais ça va plus loin. C'est la question du passage. Oui, le souvenir, c'est de la spéléologie, mais tout le début du recueil de l'absence de jour utilise un vocabulaire où on voit qu'il y a effectivement des cavités, où il y a des fissures, où il y a une galerie, puis il y a des portes aussi. Et ce vocabulaire-là, bien sûr, est tout subjectif, cherche à dire ce que je ne souhaite pas dire dans le recueil biologiquement. Il n'y a pas dans le recueil un vocabulaire d'embryon, de fœtus. Il y a un vocabulaire détourné
qui essaye de montrer comment, à un moment donné, il y a un acte qui est effectivement la naissance. Voilà, donc effectivement, vous tombez sur ce poème où les uns et les autres se tordent dans une cavité pour essayer de pénétrer ou de sortir. Mais voilà, derrière, c'est bien autour de l'acte de naître que les choses se passent. Alors, Henri Rodier, plutôt que le je, vous employez beaucoup le on. On passe de l'autre côté, quelque part un ruisseau, on pourra faire sauter l'espagnolette. Je pense que c'est assez conscient. Oui. Pourquoi ce pronom indéfini? Oui, merci aussi de cette question, parce que mes précédents recueils, j'ai essayé, sur le plan alors de la poétique, de la forme, d'éliminer un certain nombre de mots. Notamment, il n'y a plus dans mes poèmes, depuis des années maintenant, d'adjectifs ou de pronoms possessifs. Il n'y a plus de démonstratifs non plus. Il y a peu d'adjectifs. Lorsque on utilise ces mots-là, bien sûr, on ramène le poème à quelque chose de très sentimental, ce que je cherche à éviter. Le on, sans faire référence au il y a, au on, à l'envers et à l'endroit, toutes ces choses-là qui sont quand même en quelque part dans le texte, pour moi, c'est quelque chose qui permet de ne pas personnaliser et de rester dans quelque chose de suffisamment indéfini. Je crois que c'est important en poésie. Il faudrait que le poème, à un moment donné, on puisse le mettre gravé sur une pierre et qu'il ait un caractère suffisamment universel pour pas le ramener à soi. C'est ça le on que j'essaye de mettre en avant. Alors, une chose aussi m'a frappé dans ce premier des deux recueils, de l'absence de jour au premier contrefort de l'enfance, c'est des actions qui semblent se faire, mais comme sans acteur. Par exemple, les couverts du pique-nique sortent d'un panier en osier, etc. Parce qu'il me semble que l'enfant perçoit un peu le monde comme ça aussi. Des choses se font autour de lui, et il est plus sensible à l'action qu'à celui qui l'a fait. Oui, je crois que en poésie, en tout cas dans ces textes, il n'est pas nécessaire de raconter, en quelque sorte, mais en même temps, pour pouvoir dire poétiquement, il faut aussi, à un moment donné, se rappeler un certain nombre de choses. Donc j'essaye de les dire d'une manière quasiment matérielle, abstraite, objective. Et de la manière dont c'est dit là, à la limite, on pourrait mettre autre chose d'un point de vue anecdotique, ça aurait le même sens. Voilà. Ce qu'il faut retenir, c'est que, voilà, il y a un pique-nique, il y a quelqu'un qui a envie de faire pipi, et puis il y a un vélo qui arrive et il fait comme un cheval au galop, il se cabre et il est tout crotté. Voilà, c'est ça. C'est comme si je disais qu'à côté il y avait un arbre. Et à côté un caillou, et qu'on avait une fontaine. Voilà, c'est le paysage. Il y a égalité de tous les fragments, en quelque sorte. Aucun n'émerge pour dire celui-là, il est à moi. Non, c'est quelque chose qui reste un tableau. C'est peut-être un peu avant l'émergence du jeu, ou avant la naissance du jeu. Peut-être. Il y a toujours cette ambition dans les textes que j'essaie d'écrire de ne pas mettre, encore moins l'auteur d'ailleurs, mais de ne pas mettre l'homme en tant qu'homme de manière surplombante. Il y a toujours cette nécessité pour moi de montrer les choses avec une certaine égalité. D'où parfois cette quasi-absence de sentiment dans les textes qui est absolument voulu. Le texte, si on le comparait à d'autres arts, les mots sont utilisés comme la couleur, ou comme l'argile, ou comme des notes de musique. Et donc il faut arriver à cela, faire en sorte qu'à aucun moment
il n'y ait prise sur quelque chose dont on pourrait dire, tiens, il est en train de parler de lui. Non, c'est pas ça qui est recherché. Oui, bien sûr. Donc, Mais il parle de lui, bien sûr. pas peut-être gommer un peu les sentiments. Néanmoins, on a quand même l'impression qu'une nostalgie traverse le recueil, comme si, mais vous l'évoquiez tout à l'heure, il y avait un paradis, mais derrière nous plus que devant nous, hein, et qu'il faudrait aller le rechercher en arrière. Moi, j'ai noté ce vers, par exemple, vision étrangement lointaine d'un paradis à l'abandon. Oui, oui, oui. Il y a, pour répondre, il faut que je dise un mot de la construction du poème, du recueil. Dans le recueil, c'est la première fois en quelque sorte que j'arrive à faire ça, il y a du récit, des contes, et puis il y a un certain nombre de fils conducteurs. Ça peut être un thème, ça peut être un animal. Il y a le grillon, il y a la fourmi, il y a un personnage aussi, c'est la petite fille. Et donc, tous ces fils conducteurs sont imbriqués les uns dans les autres et font avancer le recueil. Il y en a d'autres. Il y a la coiffeuse, il y a la chambre dans la pénombre où une femme est en train de faire sa toilette. Et donc, tout cela avance. Voilà. Je n'ai plus la question que vous avez posée en tête. Oui, ce paradis qui est voilà. plus Alors, à l'arrière. Le paradis, en même temps, il y a régulièrement des synthèses de ce qui a été dit, et il y a des idées générales qui apparaissent, qui, en quelque sorte, au lieu d'être dans ce qui est raconté, font des synthèses plus philosophiques, je dirais. Et c'est là que l'on trouve effectivement toute cette thématique que vous abordez. En avançant à l'arrière d'une naissance, par exemple, tout ce qui existe est pareil au premier coup d'œil. Apnée fugitive, on est le temps et la négation du temps. Chemin faisant, se perdre dans l'indécis. C'est si bon de se réveiller un matin, ce n'est pas l'existence qu'on quitte. Tous ces vers ont pour objectif de montrer que tout ce qui était là au moment de naître est toujours aussi présent au moment où on est né. Donc c'est pas du passéisme au mauvais sens du terme, c'est pas le passé qui est recherché. Non, c'est la présence de la naissance au moment que l'on vit. Il y a en quelque part dans un des deux recueils ne pas se couper du cordon. Il y a un vers comme ça. Voilà, l'idée elle est là, c'est pas du tout aller rechercher du passé. C'est pas du tout un recueil pour raconter des petites histoires de ceci ou de cela. Non, c'est un recueil. La naissance est toujours là. Il faut naître en permanence pour naître à la vie. Oui, Henri Rodier, on sent bien qu'il y a un contenu philosophique dans votre poésie, peut-être plus accentué d'ailleurs dans le deuxième recueil. On va en parler, mais auparavant, une petite pause musicale.
Henri Rodier, on parle aujourd'hui de vos deux recueils que vous venez de faire paraître aux éditions Clapas, de l'absence de jour au premier contrefort de l'enfance, on vient d'en parler, et le deuxième s'intitule Le futur inversé d'une attente. Déjà, c'est un beau titre. Et pour illustrer et reprendre ce que l'on disait sur cette thématique de la naissance, on trouve dans ce recueil ce vers que je lis: attendre ce qui naît en écoutant ce qui, ne naissant pas, fait naître. Qu'est-ce que vous auriez à nous dire sur ce vers qui à lui seul forme un des poèmes de Le futur inversé d'une attente? Oui, c'est un des vers où j'arrive... ça arrive en poésie qu'on arrive à exprimer de manière assez inattendue ce qu'on cherche sur 60 pages de recueil. C'est toute la joie du poème. Attendre ce qui naît en écoutant ce qui, ne naissant pas, fait naître. Je crois que les deux recueils sont structurés de la manière suivante. Naître. Avant de naître, après être né. Avant de naître, ce qu'on va être. Et également ce qu'on ne va pas être. Après être né, ce qu'on est et que, quoi qu'on fasse, on ne changera pas. Et puis, ce qu'on ne sera jamais. Ce vers, il veut dire ça. Il veut dire que attendre ce qui naît à tout moment dans la vie. On ne naît pas qu'une fois, on naît en permanence. En écoutant ce qui, n'étant pas né, ne naissant pas, nous fait naître. Nous naissons constamment dans la vie en ayant comme ressource ce monde qui nous restera toujours inconnu, qui est celui d'avant de notre naissance. D'autres poètes le diraient autrement. Tout à l'heure, on parlait de paradis perdu ou autre. Je n'ai pas voulu utiliser ce vocabulaire-là parce qu'il a été utilisé par d'autres. Mais voilà, l'idée, elle est bien là. Elle est... certes d'un monde perdu, mais d'un monde perdu qui est toujours présent. Et si la naissance n'est pas finie en quelque sorte, ça veut dire que nous ne sommes pas encore nés d'une certaine manière ou pas totalement nés. Il y a cet autre poème que je voudrais faire entendre. Faire de la naissance une porte jamais refermée, tenir le cordon jusqu'au bout, l'instant qui n'a pas été choisi d'arriver. Oui, je crois que il y a dans le recueil toute une thématique autour de 2 ou 3 idées. Ne toucher à rien. Dans la vie, nous sommes toujours en train d'entreprendre, oui, de fabriquer, de détruire aussi. Et donc il y a dans le recueil ce lien entre l'action et la contemplation, pour le dire d'une manière très scolaire, où toutes ces approches écologiques, en quelque sorte, de la destruction, ou approche philosophique de l'Occident, avec sa thématique principale de domination, de maîtrise des choses. Et la deuxième chose qui apparaît dans le recueil, c'est ne jamais se presser. Lenteur du vide à flâner où rien ne presse. Toutes ces choses-là qui sont, pour moi, comme poète, plaisir de la vie, c'est aussi le cordon qui n'est jamais coupé. C'est ce cordon qui nous rattache toujours, certains diront à l'inconnu, mais c'est bien ça en réalité. Cet inconnu, le titre va le chercher, le futur inversé d'une attente. C'est-à-dire que, en réalité, l'attente, elle est toujours là. Mais on peut aussi aller la chercher, non pas du côté de l'avenir, on attend quelque chose demain, on peut aussi aller la chercher dans ce qui
est déjà là, puisqu'on est né, et dans le fait qu'on soit né, il y a le fait que autour de nous, en naissant, il y a beaucoup de choses qui ne naîtront pas, mais qu'on pourra faire naître d'une certaine manière en vivant tous les jours. C'est ça qui est dit dans ce texte. C'est difficile de paraphraser un vers qui... Mais voilà, c'est bien ça. Un peu l'idée de compléter, même je dirais d'accomplir alors notre naissance. Oui, j'avais, je le dirai pas en anglais parce que mon anglais personnellement est pas très bon, mais j'avais du dernier prix Nobel, Bob Dylan, celui qui n'est pas occupé à naître est occupé à mourir. C'est cette idée. Oui. Voilà. Donc alors, il faut, pour suivre ces poèmes, certains en face de moi diraient que c'est un peu heideggerien, mais sortir de cette idée que le temps, c'est du passé, du présent et de l'avenir. Il faut sortir de cette idée. Il faut aborder ces poèmes beaucoup plus à plat. Tout est là en même temps, y compris ce qui n'y sera jamais. Du fait qu'on vient de naître, c'est aussi pour une approche chrétienne, toute la question de l'incarnation qui est autour de ces thématiques. On entend bien qu'il y a toute une demande de mettre en place pour entrer dans cette poésie un autre temps, une autre manière de vivre le temps. Mais je reviens sur ce que vous disiez tout à l'heure, c'est l'aspect contemplatif, hein, l'état poétique, qu'est-ce que c'est ? Oui, c'est un état relativement contemplatif, et on dirait même parfois que c'est vivre sa vie comme si c'était un rêve. En tout cas, vous voyez à la page 14 de votre recueil, la vie rêvée, écrivez-vous, la vie rêvée. La vie que l'on rêve de vivre est celle du moment. Du moment que l'on vit sans toucher à rien. Ce que vous disiez tout à l'heure, cette idée de ne pas aborder le monde par l'action. Oui. Alors c'est toute l'approche présence-absence qui est derrière tout ça. Si vous permettez, je ne prends pas le même poème, mais j'en prends un autre dont j'aurais souhaité parler. Je vais, si vous en êtes d'accord, en parler à l'occasion, où justement il y a cette idée de rêve. Ne serait-ce qu'un cil de la veilleuse enceinte, l'envie d'aller vers l'harmonie. Combustion silencieuse des yeux. Une bougie, jadis détachée de l'inerte, hypnotise d'un trait vertical la nacelle enrêvée de la cire. Je voulais citer ce poème-là pour deux raisons. La première, c'est que le dernier vers a accouché en quelque sorte au moment où le texte était déjà chez l'imprimeur. Donc, au lieu d'avoir la nacelle enrêvée de la cire, il y avait le moment enflammé de la cire. Puis il y a eu la nacelle enflammée de la cire. Et enfin, on a la nacelle enrêvée de la cire. La cire, c'est, ou Descartes ou Pascal, je ne sais plus, mais enfin, il y a eu tout un travail sur le langage à travers ce mot cire. Et il y a aussi Bachelard derrière, la bougie. Et ce mot enrêvé est un mot de mon enfance. Techniquement, on me dit que c'est un apax, très bien. Mais moi, ma mère, quand j'étais complètement dans la lune, elle me disait « t'es complètement enrêvé ». Et enrêvé, c'est aussi un préfixe « en » qui veut dire « à l'intérieur » ou « s'éloigner ». Et donc, je dis ça pour montrer la richesse, à un moment donné, d'un vers et comment, à un moment donné, ce vers devient suffisamment complexe pour dire beaucoup de choses à la fois. Je crois effectivement qu'il y a une manière d'être au monde, je dirais, pour simplifier, aller vite, en dehors des circuits. Et des circuits sociaux. On a toujours cette approche de l'identité sociale des uns et des autres. Oui, mais quand on cherche l'identité personnelle, à un moment donné,
on n'aboutit à rien. On n'est rien. On n'est rien parce que le moi en lui-même nous amène à la vie sociale. Et que quand on fait abstraction de cette approche-là, on est aussi inerte qu'un minéral ou aussi vivant qu'un végétal, ce qui était l'objet d'un précédent recueil, Pierre d'attente et fleurs configurées. Et je crois que la poésie est bien là. J'ai un petit texte qui n'est pas de moi, mais qui résume peut-être. Si la poésie, en effet, ne rejoint pas le mystère de notre être, si elle ne va pas jusqu'à nous en redonner la clé pour ouvrir un chemin dont nous avons perdu la trace, alors elle est inutile. Chercher une trace, ça ne veut pas dire l'avoir trouvée. Ça veut dire aller la chercher là où on sait qu'on ne trouvera rien. Et c'est bien ce lien entre l'acte de naître et ce qu'on a laissé, cette lumière dont je parlais tout à l'heure en citant ce vers, on dirait qu'en naissant on a tout laissé éclairer. C'est bien cette manière de faire ou de chercher, justement pas de faire, mais d'être, qui est l'acte poétique le plus pur que l'on puisse imaginer. Merci Henri Rodier. On ne pourra pas en dire davantage, mais je rappelle le titre de vos deux recueils aux éditions Clapas, De l'absence de jour au premier contrefort de l'enfance, Le futur inversé d'une attente. On les trouve en librairie, au Puy et ailleurs, et j'invite nos auditeurs à aller les découvrir. Merci.